Bonjour à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Donald Trump inonde les cieux d'avions de combat pour libérer l'Iran. Les négociations ont échoué, elles échouent, et une fenêtre d'opportunité de 72 heures s'ouvre pour lancer l'attaque qui libérera l'Iran. Les amis, des vos likes, vos commentaires, ça nous aide. Ici Stratégie Militaire, nous commençons. Bonjour à tous les amis, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, nous sommes le 26 février 2026, 17h en Espagne, 18h en Israël. Pratiquement à 1 minute d'atteindre cette heure, 3 heures, c'est la durée de la première série de négociations de cette journée qui est actuellement en pause technique. Yo creo que la pausa técnica es que están llevando. Et c'est ce qui va se passer si l'ayatollah, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas même lundi. L'Iran ne signe pas l'accord et le jeu se termine aujourd'hui même, le diable en route. Alors que nous sommes en direct, plus d'avions F-35 arrivent en ce moment au Royaume-Uni. En ce moment, alors que nous sommes en direct rapidement. Les voilà. 1, 2, 3 ravitailleurs. De plus, il y a quelque chose qui a changé. Il y a des nouveautés importantes, vraiment énormes. Il y a un moment, des avions F-15 et F-35 ont décollé en direction du théâtre d'opération depuis le Royaume-Uni. Ils ont laissé de la place pour d'autres. Déluge, et pas le déluge d'Al-Aqsa. Non, ne vous trompez pas. Déluge d'avions de Donald Trump, des États-Unis, d'Amérique, des bons. Nous allons le voir ici, nous allons voir les détails. Et je dis qu'il y a des nouveautés en ce moment. 26 février 2026, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis ont suffisamment d'avions ravitailleurs déployés en Europe pour construire la plus grande autoroute d'avions de chasse et de ravitaillement en vol jamais vue dans l'histoire, depuis la Seconde Guerre mondiale. Les avions ravitailleurs sont déjà dans le cadre des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas besoin de traverser tout l'Atlantique. De quoi je parle? Images en direct en ce moment. Nous voyons cela, nous y sommes. Ces ravitailleurs qui partèrent de Californie ne sont arrivés qu'à la moitié de l'océan et ont fait demi-tour. C'est là qu'ils ont été récupérés par ceux que nous voyons ici. Il n'est plus nécessaire de transférer plus d'équipements de ravitaillement en vol. Nous sommes déjà tous là. Tout est prêt, c'est ce qui va arriver avec ce Pegasus. Il transporte sûrement aussi des avions F-22 vers le nord. Il arrivera jusqu'à cette zone ici en haut, fera un transfert de ravitaillement et ils commenceront à voler de l'autre côté. Cela signifie, je répète et j'insiste, que les États-Unis ont déjà une capacité autonome suffisante pour ne pas avoir à faire le trajet complet et aller beaucoup plus vite. De plus, les évacuations depuis le Qatar prennent déjà des proportions bibliques. Il ne reste plus qu'un seul ravitailleur au Qatar. Nous allons maintenant le voir sur la carte. Préparez-vous à ce que nous avons préparé ici cet après-midi dans Stratégie Militaire, l'émission. Je ne vais pas dire urgent ni d'urgence, mais c'est important, très important, parce que les négociations, le oui ou le non de l'Iran, sont en jeu. C'était le moment. Nous négocions uniquement sur le programme nucléaire et la levée des sanctions.
aucune négociation possible sur les missiles. Et il n'y a rien à dire sur la fermeture de Fordow, Ispahan, Natanz et la remise de l'uranium. Maintenant, nous allons le lire en entier. Et Donald Trump qui a 72 heures pour dire aux oiseaux, aux jolis oiseaux en direction de l'Iran, 72 heures. Il ne le dit pas. Stratégie militaire. C'est eNews 24 qui le dit, et c'est ceci. D'accord. D'accord. D'accord, d'accord. C'était les funérailles de Nasrallah, le jour où Israël faisait ce qu'il devait faire. Je me rappelle avoir dit « Israël agira pendant les funérailles de Nasrallah ». Imaginez que des avions passent par là ou qu'une attaque soit directement lancée ou quelque chose comme ça. On ne s'attendait pas à ce que cela arrive, c'était épique. Cela pourrait bien se reproduire bientôt. Maintenant, on parle de cette histoire, mais ceux qui disent que dans 72 heures, Israël et les États-Unis attaqueront l'Iran, le disent. Le Hezbollah. Le Hezbollah reçoit des informations en ce moment même de on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, dans laquelle il part d'une fenêtre de 72 heures pour commencer les hostilités contre les États-Unis d'Amérique et Israël. Ça pourrait être, ça pourrait arriver, ça pourrait se passer. Les gens disent que ça n'arrivera pas, que ça ne va pas se passer. Et attention, dernière minute. Dernière minute. Et c'est ainsi que la guerre des 12 jours a commencé. Au même endroit, au même lieu, dans le même terminal. À Abadan, les incendies commençaient, abonne-toi. Voilà, des incendies en ce moment même à Abadan. En Iran, une usine pétrochimique qui prend feu, de la fumée s'en dégage, c'est la première. Le reste ne sera plus accidentel, mais sera directement provoqué par les forces de choc d'Israël et des États-Unis. Plus de nouvelles, plus d'images. Est-ce Modi, il est déjà parti. Le président de l'Inde a signé des accords de sécurité bilatéraux avec Israël. Le flanc oriental est déjà couvert. Ils ont parlé en privé, il y a eu un adieu très spécial. Je veux qu'on analyse les images de la façon dont Modi a étreint Bibi. Comment Bibi a étreint Modi. Et cela indique seulement une chose. On le voit ici. Étreinte de Modi, étreinte de Bibi. Et maintenant, nous allons voir, c'est le moment, c'est le moment, c'est le regard. L'Inde ira-t-elle avec Israël jusqu'au bout du monde? Des jours difficiles arrivent, des jours durs. Mais nous avons déjà la garantie qu'une puissance nucléaire dans la région soutient Israël. L'Iran avait la sienne avec le Pakistan, maintenant Israël a la sienne avec l'Inde. Bien, bonne étape. Au moment où à Genève, à l'ambassade d'Oman, des Iraniens et des Américains se réunissaient dans des pièces séparées. C'était le moment où l'Iran demandait une pause après 3 heures de négociations, précisément pour appeler l'ayatollah et lui raconter de quoi il s'agissait. Et à l'ayatollah, ça ne va pas lui plaire. À l'ayatollah, cette affaire ne va pas lui plaire. Ça ne va pas lui plaire du tout. Parce que ce que les États-Unis lui ont dit, ce n'est pas une négociation. Négocier, c'est différent.
Ce que les États-Unis d'Amérique ont demandé à l'Iran, c'est quelque chose de bien différent. Nous allons le voir ici dans Stratégie militaire. Attention au processus de négociation, qui est un échec, vers quelque chose, nous allons le voir. Les États-Unis ont demandé la chose suivante à l'Iran. Que se passe-t-il? La fermeture complète d'Ispahan, Natanz, Fordo. L'élimination des installations d'enrichissement d'uranium, la remise immédiate de l'uranium qui existe en Iran. Et en échange, il lui est permis de conserver un seul réacteur de faible puissance pour la recherche médicale. Quoi? De plus, les États-Unis lui ont dit qu'il devait démanteler son programme de missiles et détruire ceux qu'il possède déjà. Incroyable. Les conversations ont été directes et indirectes. Witkoff et Kouchner étaient là, Arachi était là, tout le monde était là. Qu'est-ce que l'Iran a offert? L'Iran a proposé une suspension de l'enrichissement de l'uranium de 3 à 5 ans. C'est-à-dire, quand Donald Trump partira, on reviendra au même sujet. Diluer les réserves, mais zéro flexibilité sur la demande que Washington a formulée et qui n'est pas négociable. Enrichissement zéro permanent sur le sol iranien. Les États-Unis veulent qu'il n'y ait jamais d'enrichissement d'uranium en Iran, à vie. Quoi? Ce qu'on lui a demandé? Il l'a demandé et les Iraniens font la sourde oreille. Pour les missiles et l'uranium, rien. Et maintenant quoi? Maintenant, Donald Trump a convoqué le cabinet pour demain pour une réunion d'urgence et prendra une décision à 15h heure de Washington DC. Demain est le jour où Donald Trump doit décider. Demain est le jour où nous saurons si l'Iran sera libéré. Ou si l'Iran va finir par tous nous asservir. Demain est le jour où les décisions sont prises et elles ne sont pas faciles. Demain, Israël doit aussi décider si ce qui est en train d'être négocié lui convient. Ou si sa sécurité vaut plus que n'importe quelle négociation. Demain est le jour où nous allons voir la résolution de cette histoire. Les amis, vos likes, nous sommes en direct. Et attention à ceci. Voilà. C'est le départ du porte-avions USS Gerald Ford de la baie de Souda, sur l'île de Crète, en Grèce.
des montagnes glacées, des mers calmes. Et au moment où il est parti, il lui restait 17 heures pour atteindre les côtes d'Israël. Vent arrière, cap sur la protection d'Israël. En ce moment, les conditions météorologiques en Méditerranée. Nous allons le voir. Nous allons voir combien de temps il faudra à ce porte-avions pour arriver dans la zone d'opération et se mettre en position. Nous allons le voir. Carte en ce moment, système météorologique, ce que nous voyons, vent de composante ouest-est. Cela favorise également le déplacement. Nous voyons le navire par ici, qui, il n'y a pas de mauvais temps, il ne fait pas mauvais. Des nuages, le Liban, plein de nuages. Mais la zone qui nous intéresse, là où le porte-avions va être placé, toute cette zone que nous voyons ici, n'est pas mal du tout. Température de 15 degrés, des températures presque printanières. Déjà en Israël, il y a quelques orages de printemps, c'est incroyable. Mois de février, et déjà en Israël, il fait presque des températures d'été. N'est-ce pas? Il n'a jamais neigé à Gaza? Les images d'un froid terrible? Et donnez votre argent à Gaza, parce qu'il neige et que des gens meurent de froid à cause de la neige. Il n'a jamais neigé à Gaza, ce serait un miracle qu'il neige à Gaza. Bien, voilà l'USS Gerald Ford. Cela fait une semaine que nous discutons, les gens sur les réseaux sociaux, des systèmes d'égout et des toilettes. Est-ce que ça fonctionnait ou pas si le navire allait couler parce qu'il était chargé de substances organiques? Maintenant, ils vont dire que les cuisines ne fonctionnent pas. 24 heures sur 24. Le navire a été en Arabie Saoudite, il s'est arrêté, ils sont descendus, ils se sont promenés, ils ont chargé et ils sont partis. 24 heures, il y a urgence, urgence. S'il n'y avait pas eu d'attaque rapide prévue, le navire serait resté là une semaine. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au Venezuela, n'est-ce pas? Quand le Ford est arrivé sur l'île de Sainte-Croix, il est resté là quelques jours, 4 ou 5 jours, puis il est parti vers l'intérieur. Et nous savons ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. 24 heures, c'est là que se trouve la clé. Les vitesses de ce que nous voyons et de ce qui apparaît en ce moment dans le ciel. C'est important, très très important de le comprendre. Ma question est, allons-nous voir dans le ciel de Téhéran les funérailles de l'ayatollah avec des avions d'Israël et des États-Unis en survol? Nous allons voir les V2 entrer en action. Nous allons voir les 22 abattre quelque chose, on ne sait pas quoi. Ce qui va se passer ici, ce qui va arriver. La Pedra. Vivi. Main dans la main contre un ennemi commun, l'Iran. Voyons ce qui va se passer avec ça. La famille, on reste en direct, hein? Mon Dieu. Bon, on va maintenant passer à la carte. On change. Musique off, voilà. Merci la régie, merci beaucoup. Nous avons déjà une équipe de réalisation. On n'a pas dit musique off. Et Nous n'avons pas de réalisation, nous n'avons pas de monteur, nous n'avons rien. Ici, on fait tout à la maison, Attention à la carte que je vous ai préparée, une carte exclusive. Je n'arrête pas de regarder ce qui se passe. On se retrouve avec une carte qui fait peur. Ça fait vraiment, vraiment peur. Allons-y.
Regardez la petite carte qu'on est en train de construire ici. Et on s'arrête à l'Udeid Qatar, il reste un KC-135 là-bas. Le reste est parti. Base d'Al-Sultan des avions F-15. Et ce qui peut le plus nous intéresser, 2 P-8 Poséidon. 2, au moins 2. On continue. Arrêt en mer Rouge, golfe d'Aqaba, un destroyer de classe Harley Burke et une corvette SAR pour la défense anti-aérienne. Un peu plus haut, aujourd'hui nous avons enfin des images. Merci aux images publiées d'OFDA où sont arrivés les F-22. Et les gens en Israël se demandent, avons-nous maintenant une base américaine en Israël? Les gens s'interrogent, est-ce normal, logique? Eh bien, attention à la photographie. Image publiée par la Chine. Peu importe si on le met, car c'est déjà public. Aucune opération n'est mise en danger. Opération. Abonne-toi à la chaîne. Elles sont là. L'autre soir, nous avons offert l'exclusivité à la communauté hispanophone. Des avions F-22 entraient dans l'espace aérien israélien et atterrissaient dans le désert du Negev, sur une base au sud qui n'était pas Nevatim. Voici l'image qui le confirme. 11 avions F-22 car le 12e a eu un problème technique et a dû rentrer à cause d'une fuite de carburant. 11 F-2 à la base d'OFDA. Nous la voyons par ici. Quelque chose de très frappant attire l'attention. J'ai mentionné l'autre jour que cette base possède des hangars bunkérisés très bien protégés. Peut-on mettre ces avions en profondeur dans ce terrain et les protéger? Nous sommes en train de le voir ici. Vous voyez? Cependant, même sur la photo que nous voyons, les avions occupent une autre position à l'intérieur de la base. C'est la position que nous voyons qui a été resurfacée en ce moment. Nous allons le revoir maintenant sur une image satellite. Et qu'est-ce que cela m'indique? On critique beaucoup le fait que les États-Unis ne prennent pas suffisamment soin de leurs avions, qu'une attaque préventive de l'Iran pourrait les détruire avec une salve de missiles. Mais les gens ne se rendent pas compte d'un détail. Cette disposition, c'est celle que nous voyons ici. C'est la plus rapide, la plus proche pour pouvoir les faire décoller en quelques minutes. Si l'Iran lance une attaque de missiles, les États-Unis devraient se faire décoller ces avions en environ 10 minutes. Les États-Unis détecteraient cette attaque préventive à l'avance, grâce à l'infiltration de leurs services de renseignement avec Israël. Mais le fait que les avions ne soient même pas dans les hangars et soient prêts au combat immédiat, c'est ce que nous voyons sur cette photo. Qui sont sur le tarmac? Cela peut-il nous indiquer? Merci. Que l'opération est très proche, opération très... Mais il y a plus. Sur cette même base, un système de missiles anti-aériens Patriot a également été déployé. Un système Fronde de David et même un dôme de fer. Ces images sont publiques, rien n'est mis en danger, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un mystère. En réalité, les patriotes sont ailleurs. Ici, de façon permanente, il y a des batteries de missiles anti-aériens, des radars et des systèmes de protection. Sans entrer dans les détails, la base est protégée, c'est vrai, mais la stratégie, c'est que si l'Iran tire, on décolle rapidement. De plus, en ce moment même, les équipages de ces avions portent leur combinaison de vol.
Ils peuvent décoller d'urgence, ils peuvent décoller rapidement pour ne pas donner l'occasion de perdre des appareils. Bien, nous y sommes, on continue le voyage, la famille, on continue, on continue. Voyons où sont les likes et commentaires dans le chat. C'est super important. 13 000 personnes, on monte petit à petit. On continue de monter. Base aérienne de Telnov. On ne dira rien à ce sujet ici, rien à commenter. Mais il y a quand même quelque chose qui attire l'attention. Pourquoi y a-t-il 4 ravitailleurs KC-135 à Ben Gourion? Pourquoi? Pourquoi dans un aéroport civil 4 ravitailleurs? Christophe Caépel à la tombée de l'année. Il y a des bases militaires sans aller très loin, et il y en a une ici qui peut avoir les ravitailleurs. Il y a une piste pour cela, c'est-à-dire que cette base, qui est peut-être l'une des plus importantes, merci. 2500 mètres de piste, cela permet de faire décoller les ravitailleurs. Il n'y avait aucun problème avec ça, aucun. Nous avons la base de Telnov qui pourrait également accueillir les ravitailleurs. On le voit ici, il pourrait aussi décoller. Nous avons ici une autre piste d'environ 2400 mètres à peu près. Celle-ci est même plus longue, ou on pourrait penser qu'elle est plus longue. Nous allons faire des mesures. Elles sont identiques, elles font toutes 2300-2400 mètres. Pourquoi à l'aéroport Ben Gourion, un aéroport civil? Quel est le sens? Quelle est la philosophie de tout cela? J'ai la mienne, j'ai la mienne. Je ne sais pas si je dois la partager maintenant, mais je pense connaître la stratégie de cette histoire. Surtout à cause de la question légale des États-Unis d'Amérique pour s'engager dans une guerre avec l'Iran. Le fait de mettre les F-22 sur le tarmac, de laisser 4 ravitailleurs KC-135 à l'aéroport Ben Gourion, qu'est-ce que c'est? Ça indique quelque chose? Des choses intéressantes et même plus. Les options qui s'ouvrent sont nombreuses et ici je sollicite votre aide. 1. Les États-Unis déploient des troupes en Israël et dans le cas où l'Iran lancerait une attaque préventive contre Israël, les États-Unis considèrent cela comme une déclaration de guerre contre leurs unités déployées. Les KC-135 par exemple, les F-22 pour donner un autre exemple, sont une cible facile. Étant là, en ce moment, c'est une cible facile. Pourrait-il être attaqué? Quelle est l'autre option? Merci d'avoir regardé la vidéo. Israël commence l'opération contre l'Iran, lance l'attaque. L'Iran répond en attaquant des bases des États-Unis, d'Amérique ou non, mais au moment où l'Iran lance l'attaque contre l'aéroport international Ben Gourion, et là il y a leurs avions, ou contre l'une des bases où se trouvent des avions américains en Israël. Casus belli. Les États-Unis entrent dans le conflit. Ou il peut y avoir directement une autre option, la plus létale, la plus grande de... Nous allons la voir. Allons-y, allons-y. Celle-ci, celle-ci. Celle-ci peut être l'option la plus terrifiante de toutes.
Des avions B-52, B-1, B-2 décollant des États-Unis d'Amérique, traversant pratiquement en ligne droite, en passant par la Gesse. Ce que nous voyons ici, effectuant un ravitaillement à la Gesse, entrant en Méditerranée, rejoignant des ravitailleurs qui, en diagonale entre l'Algérie et les îles Baléares, effectuent un autre ravitaillement, poursuivant jusqu'à la zone du centre de la Méditerranée, pour être pris en charge par les ravitailleurs qui se trouvent actuellement en Crète. Pas moins de 7 ravitailleurs qui sont là-bas. En plus des avions de guerre électroniques qui s'ajouteraient à tout cela, plus les 2 U-3 Sentry qui sont là en ce moment en Crète et des avions d'escorte F-15, poursuivre le voyage, passer pratiquement au-dessus du porte-avions, entrer dans cette zone que nous voyons ici, être ravitaillé au-dessus d'Israël, poursuivre le voyage en direction de l'Iran. Regardez là, la route que nous avons là. On va le voir maintenant. Et on observe, c'est une autre des options possibles. On décolle, on réunit toutes les forces, les ravitailleurs, ravitaillant toute cette zone, couverte à partir d'ici, jusqu'à cette zone, à partir d'ici tout le monde, jusqu'à la Gesse. D'ici, les ravitailleurs décollent et commencent à ravitailler pendant 10 à 15, 20 minutes. Les avions les plus grands, les B-52. Nous continuons, nous traversons Gibraltar. Ici, nous sommes soutenus par les ravitailleurs qui se trouvent à Rota et à Morone. Nous continuons. Méditerranée centrale. Comme nous l'avons dit, tous les avions de guerre électroniques rejoignent le convoi avec les U-3 Sentry. Nous récupérons les passagers du train, les passagers de la colonne de la Liberté vers l'Iran. Nous entrons dans la zone israélienne et nous récupérons tout ce que nous avons ici. Plus les avions de l'USS Ford, qui sont chargés d'assurer la sécurité et la protection face à la réponse iranienne. Les avions présents ici en Jordanie, 30 F-35, 6 F-18, Growler, les F-16, un autre. Bon, les 6 E-3 Sentry sont ici. Il y a aussi les E-3 ici. 6, donc nous en sommes déjà à 6, 7, 8, 9, 9 AWAC, 35 F-15, on les additionne tous. Et il y en a une autre, et celle-là, vous ne la connaissiez pas? Près de la frontière entre la Jordanie, la Syrie et l'Irak, il y a une autre base aérienne que personne n'a encore mentionnée. Ici. Une autre exclusivité. Encore une fois, la base H4. Ce sont des bases qui ont été utilisées à l'époque britannique et qui ont été utilisées occasionnellement par l'armée de l'air jordanienne, aussi lors des opérations contre l'État islamique et durant la guerre du Golfe. Et il y a aussi des avions C-17 qui arrivent là-bas. Nous ne savons pas qui a atterri là-bas, mais nous savons que la base est bien utilisée. Nous avons déjà toute cette zone que nous voyons ici. Imaginez ce qu'on voit, des avions B-2, B-1, B-52, les F-15, F-35, tous en masse. Une véritable masse d'avions qui commencent à entrer dans l'espace aérien irakien avec tous les ravitailleurs. Qu'est-ce qui attend dans cette zone? Tout le monde est en train de ravitailler? Pour l'instant, l'Iran n'a pas d'option. Et quand l'attaque sera lancée? Avec les avions qui orbitent au-dessus de cette zone, ils commencent à détruire les défenses anti-aériennes, les silos de missiles, lancer une méga-attaque jusqu'à Téhéran et mettre fin à toute cette histoire. Ispahan, Arakom, Natanz, Fordo, tout explose. En une seule fois, ça pourrait ne pas l'être. Avec une décharge à IDA, quelle nouvelle? Mission Martin effrayé, Assous
Asus. Qu'est-ce que vous faites, les gars? En ce moment même, sur le point d'entrer en Israël, d'autres avions de combat. Les gens qui se trouvent dans la région de Tel Aviv, Haïfa, vont commencer à regarder vers l'ouest. Parce qu'à 10 000 mètres d'altitude, dans quelques minutes, des avions de combat vont passer. Là, nous voyons comment il s'approche. Il n'est pas seul, il y a 2 ravitailleurs. Nous avons aussi appris que pour des raisons de sécurité et opérationnelles, un seul ravitailleur ne part pas. Il en emmène un autre en escorte. Au cas où il y aurait une panne, pour que les avions ne manquent pas de carburant et que la mission puisse continuer. Ainsi, on travaille sur le principe qu'un est des nécessaires, 2 sont vitaux, pour que si l'un tombe en panne, l'autre prenne sa place. Les États-Unis ne courent aucun risque dans cette opération. Aucun. Regardez ici le petit train qui va descendre maintenant avec des avions F-35. Ils ont décollé il y a un moment du Royaume-Uni, je l'ai vu en direct. En plus, avec une caméra qui était sur la base, des avions F-15 et F-35 ont décollé. Et regarde-les, ils passent par ici. Ils passent par ici. Ce C-17, par exemple, est en train d'être ravitaillé en vol, donc ce C-17 qui se dirige vers le sud est complètement chargé. Charge maximale et il a dû faire le plein en vol pour pouvoir décoller. Beaucoup de matériel de défense anti-aérienne est transporté, beaucoup de matériel est évacué depuis le Qatar, énormément de matériel est récupéré. Et il y a des zones que nous ne voyons plus opérationnelles en ce moment, c'est-à-dire que nous voyons qu'elles sont en mode silencieux. Regardez celle-ci. Quand cela commence à se produire, les Sikorsky sont en train de travailler. Ils sont en patrouille. C'est parce qu'il y a une activité de sécurité importante à l'intérieur de la base aérienne et de la zone navale de Rota. C'est ce que nous voyons actuellement. Je crois que j'ai ça en tête qu'on va faire cette route depuis les États-Unis. Une démonstration de puissance incroyable, vraiment. Des avions vont commencer à décoller de partout, ça va commencer à décoller, à s'accumuler, à s'accumuler, à s'accumuler, et à la fin, ça sera impossible à arrêter. Impossible. Ou c'est juste que vous l'imaginez? Précisément, pas très loin de Whiteman, de la base aérienne, il y a 3 bases avec des B-52, les B-1 qui ont aussi leur base pas loin de là. Je pense que ce week-end, notre fils va naître. Nous sommes en train d'accoucher, la famille. Il y a des contractions. On y va pour la dernière aussi. Que se passe-t-il? Ils se sont réunis à nouveau ou non? En ce moment, Israël bombarde le Liban. En ce moment, nous allons diffuser des images du Liban. L'opération a peut-être déjà commencé. Peut-être sommes-nous déjà en pleine guerre. Images du Liban. Explosion à Baalbek, munitions, lanceurs de missiles, arsenaux qui explosent. Et nous allons voir l'explication officielle concernant l'attaque. L'attaque. Explication officielle d'Israël. La voici.
Là, nous le voyons. Eh bien, regarde ça, c'est clair. Dépôt d'armes. Pourquoi Israël bombarde-t-il ces sites maintenant alors qu'il ne les a pas bombardés auparavant? Et il savait qu'ils étaient là. Parce qu'ils éliminent la capacité de réaction du Hezbollah face à une attaque qui va arriver de manière imminente. Israël s'inquiète évidemment de ce qui peut se passer au Liban, car c'est ce qu'il a de plus proche. Et pour cause, ce n'est pas pour rien. On parle d'indices, dit Al-Mayadeen, qui est la chaîne de communication du Hezbollah. On évoque des indices et une possible prolongation des discussions à demain. L'Iran se montre très flexible sur l'enrichissement, mais les États-Unis n'ont pas encore accepté de lever toutes les sanctions. C'est fou, c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi Al-Mayadeen raconte de telles stupidités. Les États-Unis lèveront toutes les sanctions contre l'Iran dès demain, et ce dernier pourra reprendre l'exportation de pétrole. Et Israël restera les bras croisés, sachant que des types auront bientôt des missiles capables de porter des armes nucléaires. Je crois que les gens vivent à Narnia. Ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit ici. La délégation iranienne se dirige en ce moment vers la salle de réunion à Genève. Ils vont commencer à se réunir de nouveau à Genève dès maintenant. Plus d'images de ce qui se passe au Liban. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce truc de négocier jusqu'à demain. C'est comme ça qu'on négocie. De grands arsenaux. Regardez le champignon qui se forme. Je ne comprends pas pourquoi les gens au Liban deviennent si nerveux quand ils voient la construction d'arsenaux et l'entrée d'armes. Ils savent qu'à un moment, Israël viendra les détruire. Ce n'est pas très logique, ça n'a pas beaucoup de sens que les gens deviennent aussi nerveux. Mais bien sûr, s'il y a encore des avions qui arrivent de l'autre côté et qu'ils continuent à se positionner, peut-être que cela peut être bénéfique pour les États-Unis. Dire aujourd'hui que nous poursuivons les négociations. Jusqu'à ce que tout soit prêt, quand ils s'y attendront le moins. J'ai toujours dit que l'attaque ne commencera pas directement depuis la zone d'opération où nous sommes en ce moment, c'est-à-dire depuis la zone d'Israël, le Moyen-Orient. Est-ce que cette attaque va partir des États-Unis ou d'une autre position? Pour qu'ils ne le sachent pas, sinon ce serait vraiment une sacrée histoire. Eh bien, regardez ça, mon Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5... Tout pile, je n'arrive pas à y croire. Mais ils emmènent toute la force aérienne des États-Unis au Moyen-Orient. Regarde, 1, 2, on continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Mon Dieu. Eh bien, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de gigantesque. Et celui-ci va déjà entrer. Il va déjà entrer. 6000 mètres. Il est en train de descendre. Il est passé de 8000 à 6000. Est-ce qu'il est en train de faire le plein en ce moment ou est-ce qu'il va atterrir à Tel Aviv? Nous ne le savons pas. Il vient du Royaume-Uni. Plus de 22, c'est possible, hein? C'est vraiment de la folie. Une flotte complète d'avions des États-Unis dans le ciel. C'est complet, hein?
Regardez cette tâche ici. Allez, on passe au super chat. La famille, on lit vos commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je veux des explications sur tout ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On continue de voir les avions là-bas. On garde cette image pour l'instant. C'est vraiment impressionnant, hein? C'est impressionnant de voir ça. Trump est sur le point de passer pour un clown, malheureusement, dit Adrian. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, je ne sais pas. Je me souviens qu'avec la situation du Venezuela, les gens répétaient « ils n'attaqueront pas, arrêtez d'insister, ils n'attaqueront pas ». Regardez, dans ce que vous voyez là, il y a beaucoup de millions de dollars, bien trop pour une simple négociation. Une négociation, tu peux la faire en amenant les B2 à Diego Garcia et qu'on les voit là-bas pendant une semaine. Tu peux le faire en amenant des bombardiers B-52 à Chypre. Tu peux le faire de 1000 façons. Ce n'est pas une mesure de pression. Ce déploiement n'est pas un déploiement de pression. C'est un déploiement en bonne et due forme pour faire tomber un pays entier. Pour lancer une attaque de missiles, comme cela a été fait lors de l'opération Marteau de minuit, il n'y a pas eu un tel déploiement, il n'y a pas eu autant d'avions déployés. De plus, la réticence de pays à s'impliquer cette fois, comme le Royaume-Uni et la France, qui n'ont pas voulu parvenir à un accord, oblige les États-Unis à déployer plus d'avions. À 100%, c'est clair, mais ce n'est pas une façon de faire peur à l'Iran, c'est bien plus que cela. Angel, merci beaucoup. Vraiment, Ray, merci beaucoup de soutenir la chaîne anti-Ayatollah. Merci beaucoup, Juan Louis. Depuis le C-Galaxy, on ne peut pas lancer de missile modèle C-17, non. Depuis le Galaxy, ce n'est pas possible. Parce que je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir en vol. Je ne suis pas sûr, mais le C-17 peut te lancer 45 missiles de croisière. Avec le système évoqué l'autre jour, c'est déjà remarquable. Tu as déjà dit que c'est immédiat ou demain. En réalité, seuls quelques-uns le savent, et seul Trump décide, donc on ne peut rien prévoir. J'ai dit que c'est immédiat, et je continue de dire que c'est immédiat. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas ce que signifie immédiat. Au début, il y a eu un mouvement, et j'ai dit « d'abord, on rassemble une force logistique et militaire importante, et quand tout cela est prêt, quand tout est complet, l'attaque arrive. » Nous constatons que des avions de combat sont encore transférés, signe que l'opération sera plus longue que prévu. Le porte-avions arrivera sur les côtes d'Israël dans environ 12 heures. Merci. Nous entrons. Le vendredi, les marchés ferment pour le Shabbat. En Israël, une fenêtre d'opportunité de 48 heures s'ouvre du vendredi au dimanche, où les gens ne circulent pas dans le pays, alors qu'en semaine, ils circuleraient. Les services publics peuvent être réduits. Les gens restent chez eux, il y a des abris préparés, il y a des personnes déjà prêtes. Et cela arrive, les guerres, ça n'arrive pas quand nous le voulons. Elles arrivent quand les occasions se présentent. Aussi les conditions météorologiques, le facteur ennemi, le positionnement de l'ennemi, des cibles de grande valeur qui sont apportées et qu'il est possible d'éliminer à ce moment-là. Des cibles d'opportunité comme on les appelle, et tout cela, tout cet ensemble, va faire que le Pentagone, lorsque Donald Trump donnera l'ordre, dise oui, on y va. À ce moment, Donald Trump se retire de l'affaire. Et c'est le Pentagone qui décide comment, quand, de quelle manière, pour fixer la ligne directrice des attaques à venir contre l'Iran. Bien sûr, stratégie militaire n'a pas de boule de cristal, et je ne travaille ni pour le Pentagone, ni pour le Mossad. Nous ignorons quand cela arrivera, mais cela arrivera, c'est certain. Sinon, la dépense économique pour les États-Unis serait un échec. Ils ont laissé tomber les Iraniens et Israël ne va pas l'accepter, parce que c'est un autre des sujets. Même si les États-Unis négociaient cet accord, Israël, tant que les missiles balistiques ne seront pas détruits, ne va pas l'accepter. Israël va lancer une attaque avec ou sans les États-Unis, il va la lancer, et s'il doit entraîner les États-Unis, il va les entraîner. Quel suspense, tension totale, liberté pour l'Iran.
Merci pour le super chat, Dan. Penses-tu que l'Inde participera à l'attaque avant l'usage d'armes nucléaires? Salutations. Oh non, non. Le facteur indien soutient un secteur clé, car le Pakistan détient l'arme nucléaire. Nous ne pouvons pas savoir quelle serait la réaction du Pakistan face à une attaque unilatérale d'Israël contre l'Iran, dans laquelle les ayatollahs seraient éliminés. Pardon, les Pakistanais sont majoritairement sunnites. Il y a évidemment une partie chiite, mais il existe bien des accords de coopération militaire entre le Pakistan et l'Iran. Ils sont rivaux, mais ils ne sont pas aussi éloignés face à un ennemi commun comme Israël, donc Israël a pris des mesures pour se garantir. Une autre option, l'option de l'Inde. Une option dans un secteur différent, dans un scénario de combat différent, avoir un allié puissant en cas d'urgence. Mais que pourrait-il se passer? Là-bas, l'Inde sera-t-elle main dans la main avec Israël? Beaucoup de choses peuvent arriver dans cette histoire. 1000 choses peuvent se passer. Salutations à Beersheva, amitié, mon ami. La plupart pensent à une attaque pour renverser le régime, mais je crois qu'il optera pour des frappes ciblées. Le régime restera dirigé par les gardiens de la révolution. Il n'y aura pas de guerre prolongée, je ne le pense pas. Je pense que ce sera avec l'armée iranienne, avec qui on discutera directement, pour qu'il y ait une transition comme au Venezuela, mais pas avec les gardiens de la révolution. Andrea, le vent des avions va te décoiffer, prends soin de toi. Moi, dans mon bunker, je suis protégé, très protégé. Carlos, Mathieu 1620 en effet, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera-t-il pour son âme? Moment également spirituel. Ici dans Stratégie militaire, merci pour cet abonnement. Nous sommes en direct en ce moment. La famille. Les négociations continuent. Ce soir, nous allons en savoir beaucoup plus. Ce soir, nous aurons plus de détails sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule en ce moment. Et ce qui est important? Merci. Et il y a des nouvelles de dernière minute. Attention, attention. Nous avons des informations de dernière minute. La famille. En ce moment même, vos likes. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, nous avons des informations de dernière minute. Nous partons pour le Golfe Persique, car une information importante vient tout juste de fuiter. Très importante, une information vitale. Dernière nouvelle à l'instant. Nouvelle. Bahreïn, la base de la 5e flotte. La marine des États-Unis d'Amérique a évacué ses installations et n'a laissé sur place que le personnel de sécurité, soit 100 hommes. Bahreïn a été évacué. Le siège de la 5e flotte. Évacué et tous les navires ont quitté le siège. Les poissons sont dans l'eau, c'est ce que je veux dire, ce sont des mouvements qui te montrent déjà ce qui va se passer. Le quartier général de la 5e flotte de la marine des États-Unis à Bahreïn a été réduit uniquement au personnel essentiel à la mission, avec moins de 100 effectifs restants. Cela signifie que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas entièrement défendre leurs bases militaires sur la côte du Golfe Persique. Qu'elles vont être attaquées, qu'elles vont être détruites, qu'elles vont peut-être être endommagées, mais que cette attaque aura un faible coût en vies humaines pour les Américains. Parce qu'ils seront tous évacués dans une zone de sécurité d'où ils pourront projeter leurs forces à une distance suffisante. C'est précisément pour cela que nous voyons qu'il ne reste qu'un seul ravitailleur au Qatar et que le personnel est en train d'être évacué par avion. Nous avons vu aujourd'hui tous les avions C-17 voler quitter la zone. Et le voilà, il est en train d'arriver. Eh bien oui, il semble qu'il se dirige vers Ben Gourion, il semble qu'un autre avion ravitailleur arrive en Israël. Le voilà. À 2000 mètres,
est en train de descendre. Il s'aligne déjà sur la piste d'atterrissage de Ben Gourion. Regardez bien ces détails ici. Et... interférence GPS, pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas? Juste dans cette zone, il y a une usine de gaz. Il y a des systèmes de brouillage pour détourner les drones et les missiles. Le ravitailleur est passé juste au-dessus et son signal a été détourné. Il va atterrir. On va regarder. Voyons s'il nous laisse voir aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Là, nous arrivons en Israël. Israël. KC-46 un Pégase. Qui vient de Sportmood, Royaume-Uni. Nous sommes en direct, la famille, avec des infos en temps réel sur la situation. Et qui a défini la stratégie? C'était papa, félicitations. Et non, 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 je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Rien. Voyons, que Judio Historia m'explique cette affaire. Salut à mon frère Ariel Kanievski. Prochainement, les frères Kanievski en direct. La question est, comment cela va-t-il se passer cette fois-ci? La réponse est là, dehors, on le voit là, en train de s'aligner. 2000 mètres et en descente. Vous, nos amis qui êtes là en ce moment. À Tel Aviv, un avion de l'armée de l'air des États-Unis d'Amérique va atterrir. Un ravitailleur important, c'est ça, un ravitailleur. En ce moment, nous sommes en direct, les amis. Nous sommes en direct en ce moment, ici. Stratégie. 6000 personnes. Voyons voir où il va. Il se peut qu'il fasse le tour, qu'il entre, peut-être par derrière. Merci, il est en train d'entrer sur Israël en ce moment. Vous qui êtes en Israël, regardez dehors, vous pouvez le voir. C'est un gros appareil, Celui-ci est grand, il faut voir s'il est accompagné d'avions de chasse ou non. Aéroport Ben Gourion sur la droite. C'est par là qu'on va, on garde l'image là-bas. « 2000 mètres. Cela n'avait jamais été vu en temps de guerre. Pendant les 12 jours, ils se sont bien déployés, mais pas de cette manière. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je ne comprends pas le chat, il y a des choses incroyables dedans. C'est vrai. Voyons si celui qui est devenu père, c'est Ariel Kanievski, pas stratégie Kanievski. Mais où va cet avion? Il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va entrer, il va entrer, il va entrer. On va voir le virage, on va voir le virage. Ne coupez pas le transpondeur, s'il vous plaît, nous voulons atterrir en Terre Sainte. Ne le coupez pas, ou peut-être qu'ils l'ont déjà coupé, Non, 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 ils ne l'ont pas coupé. Ici, ça va commencer à tourner. On va voir quelle piste il utilise, Je n'en reviens pas, et je n'en reviens pas, mon Dieu, c'est le chaos en ce moment. Quelle folie, quelle véritable folie.
Voyons ce que disent les sources iraniennes. Je trouve cela aussi très intéressant. Ils sont en réunion actuellement, tu vois. Bon, je ne sais pas, ici une vidéo très impressionnant, 1800 mètres. En parlant d'oiseaux, ça inonde le ciel. C'est juste que... Qu'est-ce que c'est, bon sang? Nous recevons une vidéo du Maroc. Qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est une invasion? C'est tout ce qui nous manquait. Mon Dieu, Troisième Guerre mondiale déjà, tout le monde est hystérique. Un fléau en Afrique? Des criquets. Je n'arrive pas à y croire. Regarde, regarde, regarde. C'est impressionnant, hein? Qui sort de la voiture pour aller aux toilettes? Mais c'est de l'intelligence artificielle. Non, c'est réel. Non, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, comment va notre avion? Comment ça va? Allez, concentrons-nous, mon Dieu. Il ne manquait plus que les fléaux. Maintenant, il ne manque plus que des grenouilles volantes. Et ce genre de choses. Ah, d'accord. Maintenant, ça prend fait. Quand j'ai dit qu'on avait déjà les douleurs et les contractions de l'accouchement, c'est à cause de l'Iran, ça n'est pas pour autre chose. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'agrandir l'équipe. Et où va-t-il? 1500 mètres, voyons voir. Oui, non, il tourne, il va entrer, Bon, un C-17 arrive, c'est bien, hein? Un C-17 arrive depuis la base où se trouvent les F-22 et il va atterrir. Allez, on regarde d'abord le C-17. Non, il ne va pas atterrir. Il va passer au-dessus de Ben Gourion à 10 000 mètres. D'accord, celui-ci s'en va. Et le Pegasus, lui, il arrive bien. Quel engin impressionnant. Nous y voilà. Nous avons déjà les fléaux. Il ne manque plus que les tremblements de terre. Et là, c'est la catastrophe. 16 000 personnes. En ce moment même, la famille, nous sommes en direct en train de regarder l'atterrissage. Du ravitailleur à Ben Gourion. Le voilà, il s'approche. Manœuvre d'approche à Ben Gourion. Bel endroit, beau pays, Israël, vous devez le découvrir. Si vous voulez faire une belle promenade avec un excellent guide spécialisé, vous avez Judio Historia. Ariel Kaniewski qui organise des voyages personnalisés en groupe. C'est une expérience unique. Je vais bientôt y participer, merci. Mais personne ne saura que je suis là. Ariel et moi en avons déjà parlé, personne ne s'en rendra compte.
Je vais mettre une perruque et tout sera prêt. Tout sera bien préparé. Par où allons-nous? Allons-y. C'est super étrange, hein, et il faut encore tourner davantage. Il faut tourner plus. Aller par là. Les opérations au Liban. Qu'a dit Naïm Kassem hier? Que si on ne tue pas l'ayatollah, il ne s'en mêle pas, il ne s'en mêle pas. Si on ne tue pas l'ayatollah, il ne s'en mêle pas. Moi je trouve que ce sont des lâches. Pas moi, lâche, pas moi, oh là là. Waouh! Sacré coup, hein? Voilà les FDI qui frappent. Donc allez, hein, cette fois c'est bon, ça y est. Ça va tout droit et ça va descendre vers l'aéroport. On va regarder. On lit les commentaires en attendant. Qu'en penses-tu? Du moral du personnel du porte-avions Ford et des sanitaires. Les toilettes, mon Dieu. Ah, moi aussi. Il y a des fois où les journalistes s'ennuient énormément. Ils s'ennuient beaucoup. Et ils commencent à dire des bêtises pour remplir l'espace et le contenu, hein? Qu'ils jetaient des t-shirts dans les toilettes pour bloquer le navire. Franchement, ça me paraît être du sabotage de merde. Ils veulent saboter le porte-avions avec de la merde. Très bien, c'est bon, je l'achète demain. Est-ce que la cuisine ne fonctionne plus maintenant que la salle de cinéma ne diffuse plus Netflix? Et Dieu sait ce qu'ils diront dans quelques jours, enfin les Iraniens, qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, cela n'arrivera que si Israël attaque. Les États-Unis ne le feront pas, et bien qu'Israël attaque. Israël, qui peut aussi le faire, devra traîner le peureux Trump pour renverser l'ayatollah. Je l'aime bien, mais il est très mou avec les régimes. Non, 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 il va attaquer, soyez tranquille, il va attaquer, j'ai parlé avec POTUS, on s'est envoyé des messages, et il va attaquer. Souvenir et adhésion d'Andrea Villard, qui est ici tous les jours, 24 heures sur 24, un grand merci, Andrea. Est-ce qu'Israël va devoir le traîner? Eh bien, je ne suis pas d'accord, il peut le faire si l'accord qu'il signe n'est pas bon. Je pense aussi que Marco Rubio ne l'acceptera pas. Je pense qu'il ne va pas l'accepter, il ne peut pas l'accepter. Maintenant oui, on atterrit. Famille, on atterrit. Ouh, ça devient fou ici, non? On va voir comment on s'en sort. Regardez, l'interférence GPS, c'est le saut qu'il a fait d'ici à ici. Regarde-le, l'avion devient fou, la guerre électronique devient folle. Celui-ci a déjà atterri, il est déjà au sol, l'avion a déjà atterri. Mais regardez-vous en train de tourner en rond. C'est ce que je dis depuis des jours, non? Il y a des interférences GPS en Israël et rien ne fonctionne. Bon, eh bien, nous avons déjà 5 ravitailleurs. 5. Il faut mettre la carte à jour. Nous avions un chiffre, si je me souviens bien, de 4. Eh bien, maintenant, nous en avons 5. On modifie 5. Imagine si ensuite nous avons raison. Imagine si ensuite cela devient réalité. Nous ne le savons pas, nous ne le savons pas. Nous sommes en direct, famille de 16 000 personnes, voyons le résultat. Que va-t-il se passer avec cette histoire? Ils vont dire oui, qu'ils vont livrer l'uranium, qu'ils vont se rendre. C'est une reddition, c'est vraiment une reddition. Ou ces gens viennent en paix, ou alors ici, ça va exploser.
Il est plus probable que ça explose plutôt qu'ils viennent en paix. C'est trop, tout le monde le dit, c'est trop, ce qui est en train de se déployer. C'est beaucoup d'argent en jeu. Tron, évidemment, a ses propres intérêts, Vivi a les siens, chacun a les siens, chacun a ses raisons, sa façon de voir les choses. Je l'ai déjà dit, les États-Unis veulent contrôler le pétrole. Ils ont besoin de contrôler le pétrole iranien pour laisser la Chine sans option. Et c'est la seule façon, c'est la seule foutue façon. Un avion F-15 qui orbite en ce moment même en train d'orbiter au-dessus de cette zone. Ils s'entraînent, les équipages aussi, ils s'entraînent. Et ils continuent d'arriver. Gaulle, ici on les voit entrer par le nord de l'Angleterre. Et les avions continuent de passer. C'est là que se trouve l'histoire, la famille, c'est là où nous en sommes en ce moment. Avec tout ça, j'espère que vous avez aimé le direct. Nous reviendrons ce soir avec plus d'informations. Voyons ce qui s'est passé dans cette affaire de négociation. Si nous allons directement vers une guerre ou non, si dès ce soir même les attaques commencent déjà, nous ne le savons pas. La réponse, seul Dieu, Tron et Vivi la connaissent. Rendez-vous à la prochaine émission sur Stratégie militaire. Salut à tous.